Tu me donnes le... Voilà, bonjour à tous. Eh bien, voilà, c'est parti pour la 18e édition de Terre de Blues en direct de Marie-Galante. On vous l'avait dit, on vous l'a redit. Eh bien, ça y est, c'est fait. On va pouvoir, pendant ces 6 jours, vous retransmettre en direct tous les événements qui se font depuis Marie-Galante. Alors, bien évidemment, il fait un beau soleil à Marie-Galante aujourd'hui, à Grandbourg exactement. Nous sommes sur la place de la mairie et visiblement, on est encore au dernier et ultime préparatif puisque les stands sont là, mais ils ne sont pas encore tout à fait prêts. Mais on s'active à Grandbourg et on peut vous dire que Terre de Blues 18e édition, ça va démarrer. Alors aujourd'hui, je salue bien sûr Mendy qui est en direct de Jarry, comme d'habitude, qui va nous présenter son journal. Mais avant, je vais vous présenter nos deux invités. J'aurai avec moi, pour débuter ce terre de blues en direct de Grandbourg, quelqu'un qu'on connaît très bien, Camille Pélage, bonjour. Bonjour, Denis. Camille Pélage qui est avec nous. Et puis, un petit peu après, nous aurons Jean-Michel Poulier qui est le chef de projet de Terre de Blues. Alors, pour l'instant, on va dérouler les titres de l'information et c'est Mendy tout de suite. Et après, on revient à Grandbourg pour interroger Camille Pélage. C'est parti pour les titres. Bonjour à Danick, bonjour la Marie-Galante, la Guadeloupe, vous qui nous suivez. Et effectivement, comme disait Danick, voyons ce qui fait l'actualité en ce 30 mai 2017. Et le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre a désormais un nouveau directeur général. Ce dernier a pris ses fonctions et compte mettre en place un pôle social jusque-là inexistant, mais aussi proposer des pistes, des mesures pour combler le gros déficit du CHU. Et également, afin de répondre aux besoins et attentes des clients en situation de précarité énergétique, un partenariat a été conclu entre EDF et le CCAS, permettant ainsi aux foyers aux revenus modestes ou connaissant des grandes difficultés de mieux maîtriser leur consommation d'énergie. Et enfin, retour en images sur le festival Héritage qui avait lieu donc le week-end dernier à Petit Canal. C'était donc sur les marches aux esclaves avec plusieurs artistes puisqu'il y avait un grand concert qui s'est terminé le samedi soir. Et sans plus tarder, sans transition, on démarre avec donc ce que je disais en titre, le nouveau directeur du CHU. En effet, le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre a désormais un nouveau directeur général. Ce dernier a donc pris ses fonctions et compte donc mettre en place un pôle social jusque-là inexistant, mais aussi proposer des mesures ou en tout cas des pistes pour pouvoir combler le gros déficit donc du CHU. On l'écoute au micro de Anne-Elisabeth Arsène. Alors des problèmes dans tous les hôpitaux aux urgences se passent. Ce que j'ai comme objectif par rapport aux urgences, c'est que c'est le point d'entrée majeur dans un hôpital. Donc c'est un point à traiter. Alors, et on ne peut pas attendre l'hôpital de demain. Donc il y a des questions d'organisation, il y a des questions aussi de locaux et d'équipes. Donc c'est un sujet qu'on va traiter assez rapidement. Maintenant, quand on travaille sur les urgences, il faut travailler aussi à la relation avec la médecine de ville d'une façon générale. Et un point qui est très important, c'est que je ne sais pas si vous le savez, mais il n'y a aujourd'hui pas de ce qu'on appelle de passe, c'est la permanence d'accès aux soins sociaux. On n'a pas aujourd'hui une organisation pour les populations les plus fragiles. Et donc j'ai une réunion dans 15 jours, justement, pilotée par l'ARS, pour qu'on organise cette permanence qui fera que concrètement, vous aurez, même si les locaux restent ces locaux-là, on aura concrètement une réponse, en tout cas sociale, beaucoup plus adaptée aux urgences. D'abord, ce déficit, je l'ai expliqué, il s'est quand même stabilisé. Donc ça, c'est important parce qu'on donne un signal fort au ministère. Donc, dans un déficit, il y a deux facteurs sur lesquels on peut jouer, c'est les recettes et les dépenses. Les recettes, c'est un exemple très concret, c'est qu'il faut qu'on s'organise pour mieux valoriser. C'est mieux valoriser ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on peut jouer aussi? C'est l'attractivité, redonner confiance. Redonner confiance à
la population. Et pour ça, il faut effectivement, petit à petit, on améliore les choses. Donc c'est ça que le nouvel hôpital va régler. Donc c'est avant le nouvel hôpital, comment est-ce qu'on peut organiser petit à petit des maquettes de services. Voilà. C'est ça qu'il faut travailler aussi avec les organisations syndicales. Parce qu'on aura, bien sûr, le contrôle des dépenses sera de toute façon contraint. Mais c'est mieux dépensé. D'échange avec les personnels. Et dans la poursuite de la mise en œuvre des orientations de l'étude portant l'analyse des besoins sociaux, la communauté de Cap Excellence, avec ses premières journées de l'action sociale, entame donc une nouvelle étape de concertation avec les villes membres et les partenaires de ce domaine d'intervention. L'objectif étant de définir les contours d'un projet de développement social en complétif de l'action sociale de proximité portée par les villes membres. Alors, par exemple, les questions qui sont posées, par exemple, peut-on mettre en perspective une politique sociale coordonnée au bénéfice des publics les plus vulnérables, ou encore quel partenariat nouer avec quels acteurs locaux? Toutes ces réponses au cours de ces journées d'action sociale, donc à Cap Excellence. La première avec donc lieu hier et une également ce matin. On fait le point avec ce reportage signé Maxime Morel. Ce sont des journées internes concernant les élus et les cadres, notamment des collectivités, mais surtout des centres communaux d'action sociale, afin de parler de l'action sociale qui tendrait vers plus un développement social à destination des publics les plus vulnérables. L'intérêt de ce séminaire, c'est de réfléchir à la cohésion entre les communes, les intercommunalités et le département, de telle sorte que nos actions puissent être au plus près des citoyens. Parce que qu'est-ce que nous voulons servir? C'est bien les citoyens dans tous les domaines de compétences qui peuvent être initiés. C'est vraiment un séminaire de questionnement. Il y aura aussi la question des personnes âgées et des aidants, la question de la politique d'animation territoriale à développer sur le territoire, la question de l'accessibilité aussi pour les personnes en situation de handicap, et enfin la question de l'hébergement et de la lutte contre les grandes exclusions. C'est avec ces échanges que nous pouvons progresser sur ces ateliers. Donc on s'est dit non, il faut qu'on fasse ce séminaire qui, on va interroger, on aura des ateliers, demain on aura le rendu de ces ateliers et on pourra encore peaufiner ce que nous avons fait en action d'une manière générale. Aujourd'hui, on réunit autour de nous la CAF, les communes, les services de l'État, les services du département, en particulier département et CAF, qui sont les principaux partenaires sur la question sociale. Donc voilà, c'est ce rôle fédérateur que joue Cap Excellence et qui doit nous permettre à la fois de coordonner les actions, de mieux connaître ce que chacun fait, mais surtout de mettre en place, de mettre en perspective des stratégies, des politiques stratégiques en matière sociale. Et puis vous le savez, le ZCS cette semaine est assez spécial puisque nous sommes donc en direct de Marie-Galante, notamment avec Danick qu'on va retrouver puisqu'il a des invités à ses côtés. Donc on se retrouve dans un court instant pour la suite du journal. On voit tout de suite avec Danick. Merci donc à Mendy et donc depuis Jarry, bien sûr, on va retrouver, je vous l'ai dit, Camille Pélage. Camille Pélage, bonjour. Bonjour. Bonjour aux téléspectateurs. J'ai envie de vous dire quand même, 18e édition, il y a un peu d'émotion d'être là sans être là. De l'émotion, je suis Marie-Galante, donc oui. C'est un événement qui nous tient à cœur. Bon, c'est vrai que j'ai été plutôt impliqué même dans cette édition. Parce que l'année dernière, c'est à la même place que je vous recevais en début d'édition. Oui, mais c'est très bien. Oui. C'est très bien, ça veut dire que les choses se passent, quels que soient les individus en place. Oui. C'est très bien. C'est signe que le festival, aujourd'hui, transcende les individus et il n'y a pas d'indispensable. Alors, vous êtes aussi conseiller régional. Ça s'est bien passé pour la négociation pour le festival parce que je ne vous cache pas que beaucoup de Guadeloupéens disaient, compte tenu des tensions qui existaient, est-ce que la région aurait financé le festival? Mais je me fais un point d'honneur, comme je l'ai fait l'an dernier, à défendre le festival. Oui. Je suis vice-président de la région, tout le monde sait mon implication. Je ne suis pas impliqué au festival parce que c'était Camille Pélage qui était le directeur. Je suis impliqué dans le festival parce que c'est un événement important
pour Marie-Galante, mais aussi important pour toute la Guadeloupe. Oui. C'est un événement aujourd'hui qui fait que on est regardé par la Caraïbe. Oui. Je peux même dire aujourd'hui qu'on est regardé par le monde, puisque à travers divers supports médias et tous ces artistes qui viennent et qui repartent avec une belle image, une bonne image de la Guadeloupe et de Marie-Galante, et on se doit d'être au mieux. Donc, en ce moment, vous êtes regardé non seulement en Guadeloupe, à Marie-Galante, mais aussi en France, en Martinique, en Guyane. Et donc, on ne va pas s'apesantir sur ces questions-là, mais du point de vue, puisque vous vous occupez un peu d'aménagement aussi, de développement économique un petit peu de Marie-Galante, comment vont les choses dans votre île? Extrêmement difficile. Marie-Galante, c'est une île avec un gros potentiel, mais avec aussi derrière beaucoup de difficultés. Déjà des difficultés à se comprendre et à faire comprendre qu'il faut qu'on arrive à composer avec le développement. On ne peut pas s'arc-bouter derrière, on ne touche pas à Marie-Galante, on ne fait rien, puisque quand on ne fait rien, c'est toute notre jeunesse qui part. Aujourd'hui, on a à peu près 11 000 habitants. Alors qu'on a compté près de 30 000. Tous ces tioles, tout disparaît sur cette île-là. On a perdu l'hôpital, on a perdu, je sais pas, on est en phase de perdre des écoles, etc. Il faut vraiment qu'on se dise que rien ne va sans une dose de développement. Il faut une dose de sacrifice. On ne peut pas tout baser sur ne rien faire parce qu'on voit même aujourd'hui qu'on a une montée de la délinquance. L'oisiveté étant mère de tous les vices, on ne sait pas occuper notre jeunesse. Et je me bats pour ça depuis que je suis ici, pour que les gens comprennent qu'il faut qu'on arrive à faire du développement équilibré, certes. Il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi, mais il faut qu'on fasse. Il faut faire quelque chose. Oui. Et vous avez le sentiment, donc, vous dites que rien ne se fait malgré. Je ne dis pas que rien ne se fait. Je dis qu'en fait, on a du mal à passer de la réflexion à l'action. Oui. Quand on voit qu'on n'a pas vraiment développé le tourisme, il suffit de voir Marie-Galante, c'est une île avec un potentiel énorme. Pilier essentiel. J'ai été effectivement, je me suis beaucoup battu pour. On a du mal à décoller. Les secteurs structurels fondamentaux tels que la canne, le sucre, le rhum, il faut qu'on arrive à conforter cela, mais ça ne peut pas être tout. L'élevage, il faut qu'on arrive à conforter l'élevage, mais ça ne peut pas être tout. On peut tout faire sur cette île. Mais il faut savoir qu'on ne fait que 158 km². On ne peut pas aller vers de l'intensif. On est obligé de doser, mais il faut faire des choses. On a un potentiel, notamment, je le répète, sur le point de vue touristique. On va faire tout ce qu'on veut. Si on ne développe pas l'axe touristique comme il faut, on ne va jamais pouvoir réussir cette île-là. Alors que tout nous tend les mains. Il ne faut pas faire n'importe quoi, j'en suis le premier à le dire, à le répéter. Mais entre rien faire et faire n'importe quoi, il y a quand même de la marge. Alors, j'ai cru comprendre quand même qu'à Marie-Galante, de plus en plus, j'ai envie de dire comme ça, que des non-Marie-Galantais s'appropriaient des terres de Marie-Galante. Il y a une déperdition de ce côté-là? Bon, la nature a horreur du vide, nous on s'en va, donc forcément d'autres viennent. Mais j'ai presque envie de dire que ce n'est même pas le problème. C'est même pas le problème, puisque ça, je veux dire que on se le dit pour se conforter ou pour se donner un peu d'élan, mais même la population exogène s'en va. Oui. C'est-à-dire que sinon on aurait vu au moins une stabilisation de la population. Même il y a beaucoup de gens qui sont sortis. Les étrangers à Marie-Galante ne restent plus. Oui, plus rester. Même eux s'en vont. Je veux dire que c'est une île aujourd'hui où on a du mal à développer quoi que ce soit. Alors qu'on a un potentiel, je le répète. Mais il y a eu, c'est vrai, un moment des gens de l'Hexagone, des gens d'autres contrées qui sont venus. Mais beaucoup sont repartis, dépités. Alors, est-ce que le vice-président du conseil régional que vous êtes, vous avez un plan de développement pour Marie-Galante et qu'est-ce qui bloque? Est-ce simplement l'inertie des élus, il faut le dire, ou alors c'est les chefs d'entreprise? Qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, c'est que on a du mal à s'accorder pour faire. Oui. On réfléchit, mais à un moment, il faut agir. Et agir, forcément, on va bousculer les habitudes, on va bousculer les conceptions. Mais il faut qu'on bouge. La jeunesse aujourd'hui, la jeunesse marie-galantaise fabrique ailleurs. Oui. Elle s'épanouit ailleurs. Faute de trouver sa place. Il faudrait la faire revenir, cette jeunesse. Mais la faire revenir, c'est lui donner sa place. Oui. Leur permettre d'exploiter réellement l'île. Et malheureusement, je dis que c'est tellement l'un des territoires où il y a eu le plus de réflexion.
On a balancé plein de choses. D'ailleurs, quand on était la première communauté de communes des DOM, on a créé le plan de développement durable, etc. Mais où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On ne fait pas. Il faut arrêter de réfléchir et passer à l'action. Ça, c'est une chose. Maintenant, je rappellerai simplement que le conseiller régional que je suis participe d'une majorité qui est celle de Richarus, la Changer d'avenir, et que nous tenons nos promesses. Je rappelle que nous avons tenu notre promesse concernant le stade de Capesterre, le stade de football, que nous tenons notre promesse puisque nous allons refaire la façade maritime de Saint-Louis. La HLP verra vraiment le jour. C'est un produit je sors d'ailleurs de réunion avec la présidente il y a un instant sur le rallye des îles du Soleil qui va d'ailleurs en novembre prochain. Nous avons un plan de développement qui va où nous essayons d'accompagner autant que nous pouvons Marie-Galante, mais nous ne pourrons jamais faire à la place des Marie-Galantais. Et donc quand on dit il faut savoir aussi que nous allons relancer l'aérien durant cette année, donc on va remettre en place une ligne aérienne. On réfléchit, on va aussi aider les commerçants sur l'aide au cabotage pour le transport de marchandises, pour faire en sorte d'effacer autant qu'on l'on peut les surcoûts du double enclavement de Marie-Galante. Mais tout ça, si derrière il n'y a pas une cohérence, une entente sur ce qu'on doit faire en matière de développement et qu'on arrête d'opposer les choses ici. Moi, depuis, je le dis, et là je reprends ma casquette de Marie-Galante, de militant, c'est un territoire où j'ai l'impression que quand on parle hôtel, on dit contre la canne. Quand on parle canne, c'est contre l'hôtel. Mais pourquoi on ne peut pas faire les deux? Pourquoi on ne peut pas faire de l'hôtellerie, de l'agriculture, de l'élevage, de l'artisanat, du nautisme? Tout ça, c'est compatible. Mais maintenant, il faut que chaque chose trouve sa place et qu'on arrête dans ce territoire de penser que je n'existe que si l'autre n'existe pas. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait une sorte de plan de développement pour faire de Marie-Galante une sorte de Saint-Barthélemy des îles du Sud. Ça peut marcher? Justement, je parlais des excès. À un moment, il faut, faut quand même qu'on reste à notre place et à notre dimension. On a un vrai potentiel, on peut devenir un vrai bijou. Et moi, je milite pour que Marie-Galante prouve qu'on peut faire du développement, concilier le développement économique et le développement humain tout court. Et que ce n'est pas incompatible. Maintenant, il faut éviter les excès. Excès en tout tue. Maintenant, et je dis toujours, et je me répète, entre aller à l'excès et rien faire, il y a de la marge. Oui. Alors faisons. Et faisons, il y a du territoire, il y a des jeunesses, il y a des gens formés. On a aujourd'hui, les ingrédients sont là. Maintenant, tous ces plans de développement que nous avons conçus, que nous avons réfléchis, mettez-les en œuvre, mais surtout arrêtons de s'opposer sur tout et n'importe quoi. Arrêtons de vouloir exclure. Ici, en fait, moi je le dis, comme on connaît mon franc-parler, si on en est là, c'est parce qu'on a toujours voulu agir dans l'exclusion de l'autre. Oui. Alors qu'il faut fabriquer avec l'autre. Vous travaillez dans le consensus? Travailler dans le consensus, pas un consensus mou, un consensus intelligent. Un consensus intelligent qui nous permette d'accepter que l'autre aussi a des ambitions, que l'autre aussi a sa vision. Mais ce n'est pas parce qu'il a une vision qu'il est complètement incompatible avec la mienne. Donc on peut fabriquer les choses ensemble, on doit le faire ensemble. Si on ne le fait pas, on va tous mourir. Et comme on meurt aujourd'hui, les choses aujourd'hui, rien ne va vraiment à Marie-Galante. On survit. Sur un territoire qui est un bijou, on survit. Il y a quand même un problème. Dernière question, Camille Pélage, le président de région, on va le dire, s'est déjà baladé dans un certain nombre de communes, à Trois-Rivières, récemment à Sainte-Rose. Il est prévu, j'ai envie de dire, un stop-over à Marie-Galante pour parler de ce que vous venez de dire. Le président de région, son premier stop, ça a été à Marie-Galante. Oui, il est venu à Marie-Galante, il a fait une séance de travail. Donc ça a été d'ailleurs la première commission permanente qu'on a tenue ici. Oui. Donc il est très attentif à ce qui se passe sur Marie-Galante. Mais maintenant, c'est vrai qu'il ne peut pas y être tous les jours. Oui, il y est aussi souvent que son planning lui permet. L'idée pour nous, c'est de visiter toute la Guadeloupe. Quand j'ai visité, pas en tant que touriste, mais en tant qu'acteur, pour vraiment accompagner tous les projets qui méritent de le faire.
Donc on va continuer à le faire. On va continuer à renforcer la région à domicile le plus proche possible du Guadeloupéen. Parce qu'on se rend compte aussi que nos compatriotes ne savent pas utiliser les outils qui sont à leur disposition. Donc on va vers eux en espérant qu'ils vont demain revenir vers nous. Parce que souvent, on se plaint qu'il n'existe pas, qu'on n'est pas accompagné, mais on ne fait pas aussi assez souvent la démarche. Et tout porteur de projet doit savoir que créer, c'est difficile. On ne va pas se raconter d'histoire. Créer, c'est il va falloir lever des montagnes. C'est un parcours jonché d'obstacles. Il faut qu'on se le dise. Il ne faut pas croire que les choses sont données, sinon tout le monde aurait créé. Maintenant, une fois qu'on s'est dit cela, il y a des outils qui sont là pour nous accompagner. N'hésitons pas à aller vers ces outils-là, à frapper les portes. Quand on n'ouvre pas, on refrappe. Jusqu'à ce que ce soit ouvert. C'est comme ça que ça se passe. D'accord. Alors Camille Pélage, on va vous quitter aujourd'hui, mais je vous promets de vous recevoir en fin de parcours. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été le cas aujourd'hui, qu'on parle un peu de ce rallye de novembre. Et samedi midi, si vous êtes encore ici, vous êtes Marie-Galante, vous serez à Terre de Blues, on aura le plaisir de parler avec vous spécialement de ce rallye. On prend le pari. Vous savez que moi je suis à disposition. Dès qu'il s'agit de parler du positif et de fabriquer des choses positives qui vont entraîner de l'activité, de l'emploi et sortir autant que je peux Marie-Galante de l'Ornière, je suis présent. On prend le rendez-vous. Voilà. On remercie Camille Pélage. Je vais recevoir M. Jean-Michel Boulier tout à l'heure pour parler spécialement de Terre de Blues. Là, on va prendre notre première page de publicité. On va retrouver donc Jarry avec Mendy. Et puis après, on va revenir à Marie-Galante pour parler cette fois-ci uniquement de Terre de Blues. Vous voyez, j'ai encore le t-shirt. C'est le premier sorti. Je suis le premier à le porter. Personne ne l'avait vu, mais c'est une exclusivité. Voilà. À tout à l'heure, Mendy. À tout à l'heure, la régie de Canal 10 en Guadeloupe, en direct de Marie-Galante. De retour sur le plateau et bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Sachez que nous sommes en direct de Marie-Galante puisque Danick y est avec des invités. Voilà, on va vous faire vivre ce Terre de Blues spécial donc avec le ZCL. Et donc concernant l'information, faisons tout de suite un rappel des titres. Et je vous le disais donc en début d'édition, le centre hospitalier de Pointe-à-Pitre a désormais un nouveau directeur général. Ce dernier a pris ses fonctions et compte mettre en place un pôle social jusque-là inexistant, mais aussi proposer des pistes pour donc combler le gros déficit du CHU. Et également, afin de répondre aux besoins et attentes des clients en situation de précarité énergétique, un partenariat a été conclu entre EDF et le CCAS, donc de la ville du Moule. Et enfin, on fera un retour en images sur le festival Héritage à Petit Canal. C'était donc le week-end dernier, dans le cadre de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Ça se passait donc à Petit Canal aux marches aux esclaves. Et sans plus tarder, je vous le disais, une signature donc d'une nouvelle convention entre la ville de Moule et EDF, effectivement, afin donc de répondre aux besoins et aux attentes des clients en situation de précarité énergétique. Un partenariat a été conclu entre EDF et le CCAS, permettant ainsi aux foyers aux revenus modestes ou connaissant de graves difficultés financières, de mieux maîtriser leur consommation d'énergie grâce à un accompagnement personnalisé. Ce rapprochement va donc permettre aux deux structures qui souhaitent renforcer leur devoir de solidarité et d'assistance donc aux plus démunis de réduire leur consommation d'énergie et ainsi prévenir les difficultés de paiement en leur offrant la possibilité d'accéder à un minimum d'énergie. On regarde ce reportage tout de suite. Cet après-midi, nous sommes là, nous, communes du Moule, mais surtout le Centre communal d'action sociale. Après un long travail, nous sommes venus avec l'EDF signer une convention de partenariat pour aider nos familles en difficulté. Mais pas les aider uniquement, pour pouvoir aussi les accompagner dans leur maîtrise d'énergie, dans leur achat de matériel plus bénéfique pour pouvoir réduire les dépenses d'énergie et ne pas payer l'électricité, mais leur montrer comment réduire les factures d'électricité. EDF est aujourd'hui très content de signer cette convention solidarité avec la ville du Moule, puisque pour nous, en fait, c'est l'occasion déjà d'amplifier un partenariat existant. Concrètement, on va à travers cette convention accroître notre accompagnement
d'accompagnement vis-à-vis des familles qui sont en difficulté, qui sont en précarité énergétique, à travers d'abord des enjeux de responsabilisation, à travers des réunions d'information qu'on va faire, et puis aussi en les aidant à s'équiper de matériel performant au niveau électrique. On va faire des distributions de lampes basse consommation, de LED, et puis aussi les aider à s'équiper avec du matériel performant qui consomme moins d'électricité. Donc on est vraiment sur une démarche de prévention de fond qui vise à ce que les familles du Moule qui aujourd'hui ont des difficultés à payer leurs factures d'électricité soient moins en difficulté demain. Et avant de repartir vers Marie-Galante, une petite brève. Notez que demain, donc le 31 mai, 2 militants syndicaux sont donc appelés à comparaître donc devant le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Le premier est un militant de la CGTG, monsieur Jean-Marc Bernima, et le second, le secrétaire général de l'UGTG, monsieur Elie Domota. Bien entendu, nous aurons un micro-trottoir ce soir pour vous poser la question, vous, est-ce que vous les soutenez? Est-ce que vous serez donc demain donc devant le tribunal? On verra le sujet plutôt en soirée. Et maintenant, donc, je vous le disais, on passe du côté de Marie-Galante avec Danick et son prochain invité qui est Jean-Michel Poulier, qui est le coordinateur du festival Terre de Blues. Voilà, bien, on retourne donc en direct de Grand-Bourg et de Terre de Blues à Marie-Galante. Nous sommes, je vous l'ai dit, pour toute la semaine, puisque c'est la 10e édition de Terre de Blues et Canal 10, comme chaque année, a fait le déplacement. Nous avons reçu tout à l'heure Camille Pélage, qui a été, jusqu'à l'année dernière, l'une des chevilles ouvrières de ce festival. Et aujourd'hui, nous allons recevoir Jean-Michel Poulier. Jean-Michel Poulier, c'est le chargé de projet de ce festival. Jean-Michel, bonjour. Alors, on va d'abord parler, il faut le dire, de l'organisation. Même à J-2, il y a encore quelques petits réglages à faire. Oui, tout à fait. Il y a toujours quelques réglages à faire parce que c'est une organisation assez lourde, oui. Donc où on doit être très synchro entre équipes. Donc on peaufine les menus réglages avant que la fête commence d'ici vendredi. Bien. Alors, est-ce qu'on peut dire cette année, du point de vue artistique, tout est réglé? Parce que l'année dernière, on a eu, comme on le dit, la galère de Benny Wheeler qui n'est pas arrivé. Cette année, tous les artistes prévus, Sisla, Akiyoka, enfin, etc., ils sont tous là? Oui, tout à fait, ils sont tous là. L'an dernier, on a eu quelques fortunes diverses liées à des régions de santé, malheureusement, mais comme les festivaliers l'ont très bien vu, on a su réagir en très peu de temps pour pouvoir remplacer ces artistes malades. Mais cette année, on a un plateau assez riche, assez dense, selon les retours des festivaliers, qui trouvent cette programmation assez sympathique, oui, et assez très bonne. Donc cela n'augure qu'une bonne ambiance à Marie-Galante en fin de semaine. Alors l'autre aspect de ce festival, c'est le côté village. Alors le village, j'ai vu que les chapiteaux sont en train de s'installer. L'année dernière, on avait un petit peu changé la disposition. Est-ce qu'il y a une nouveauté pour le village cette année? Globalement, on est resté un petit peu sur le schéma de l'an dernier, sur le village, parce qu'on a voulu faire le lien entre la façade maritime et le cœur de ville. Donc le village commence depuis l'esplanade du port, oui, jusqu'à la place de l'église. Donc on a eu quelques nouveautés avec une décoration un petit peu moins lourde que l'an dernier, mais globalement, on a un village qui vit bien et qui est centralisé dans le cœur de ville. Combien de stands prévus sur ce village cette année? On a à peu près 35 exposants au niveau du village. Donc ça sera une vitrine pour le savoir-faire marie-galantais, nos artisans, nos agro-transformateurs. Ça permettra aux festivaliers de goûter et de savourer les bons produits du terroir à leur arrivée dès jeudi pour les premiers qui arriveront jeudi. Oui, alors effectivement, le problème du transport a été géré aussi en amont? Oui, pas de souci. On a notre partenaire, l'Express des Îles, qui a mis suffisamment de sièges et de disponibles pour permettre aux festivaliers de se rendre sans problème à Marie-Galante. Donc il n'y a pas de souci. Vu le nombre de rotations, aux dernières nouvelles, la plupart
à compter de vendredi, sont quasi pleines. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de rotation supplémentaire. Donc en fonction de cela, la compagnie va sans problème rajouter des rotations si la demande progresse encore. Alors, parlons de choses un peu plus concrètes, de l'argent, puisque un festival comme Terre de Blues demande un investissement important. La communauté des communes, bien sûr, assure. De l'autre côté, la région, il n'y a pas eu de souci cette année? Non, il n'y a pas de souci. C'est notre partenaire co-organisateur avec nous, la région, qui intervient à hauteur de 350 000 € sur un budget de 800 000 €. Oui. Donc, depuis l'an dernier, le président Chalus a soutenu fortement le festival et continue à le faire en cette 18e édition. Il n'y a pas de montée en puissance au niveau des dépenses, je veux dire, ou de l'investissement, parce que bon, on sait que le coût de la vie augmente en moyenne de 2 à 3%. Est-ce que le budget a suivi l'évolution? On était l'an dernier sur un budget de 600 000, on est passé à 800 000 parce que comme vous le dites, les choses augmentent quelque peu. Donc on essaie de rester dans le cadre budgétaire parce que sachons aussi que le festival, on essaie toujours d'innover un petit peu techniquement. Donc c'est aussi, qui dit innovation, dit quelques coûts complémentaires, mais on essaie de rester dans des fourchettes raisonnables et avec le soutien de nos partenaires, principalement de la région, le département aussi, et un petit peu l'État, on arrive à y faire face. Alors Jean-Michel Bouvier, vous êtes chef de projet, c'est un job qui court pratiquement sur une année. Qu'est-ce que vous faites exactement entre deux festivals? C'est-à-dire entre la fin du festival de l'année dernière, la 17e édition, et aujourd'hui 18e. Qu'est-ce que vous avez fait? C'est une mission très large parce que si on a une grosse part administrative en amont et en aval, donc durant le festival, même après le festival, on a tout le travail administratif de bilan à faire et aussi de commencer à jeter les bases de la réflexion pour la prochaine édition. Donc quelque peu, on s'arrête jamais entre deux éditions, entre le travail administratif à faire dans un premier temps et le travail technique quand l'événement va se mettre en place et on y est en plein dedans, donc on s'arrête jamais. Alors, il y a quelque chose quand même qui n'a pas été fait, j'ai le sentiment, je vous pose la question, puisque je me souviens au tout début, les Marie-Galantais n'avaient pas beaucoup cru au festival, et puis au fil des années, c'est devenu une affaire marie-galantaise. Mais est-ce qu'on arrive à chiffrer ce que ça porte à Marie-Galante et surtout au commerce marie-galantais? On n'a pas d'évaluation fine, mais on peut estimer au regard de l'affluence des festivaliers sur l'île. Par exemple, si on peut faire des simulations avec par exemple, l'Express des îles transporte à peu près 9600 festivaliers. Et on n'a pas un chiffre précis parce qu'on n'a pas forcément, on comptabilise pas ceux qui viennent par voie aérienne, par les avions privés, les bateaux privés. Donc en gros, c'est un petit peu plus de 10 000 personnes qui viennent à Marie-Galante durant le week-end de la Pentecôte. Donc si on fait des simulations pour un panier moyen de 20 €, c'est au moins minimum 2 millions d'euros et plus qui sont générés à cette occasion-là pendant le festival. Est-ce qu'on peut dire que les Marie-Galantais, les commerçants Marie-Galantais font une grosse partie de leur chiffre d'affaires pendant le festival? Oui, tout à fait. Les retours qu'on a des commerçants, certains commerçants font 3-4 mois de chiffre d'affaires à cette occasion. Donc, il faudrait 2 festivals. Il faudrait 2 festivals parce que si on dit un commerçant ne fait pas le festival, c'est la crise économique à Marie-Galante parce que les commerçants se préparent depuis longtemps à cet événement pour y faire face et on le voit bien sur le nombre de before et d'after qu'on a pendant l'occasion. Comme vous le dites si bien, à un moment, on a dû faire un travail pédagogique pour faire comprendre aux Marie-Galantais que la communauté de communes en tant qu'entité organisatrice organise le festival, mais c'est à vous économiquement de profiter autour de l'événement. Donc à l'époque on ramait un peu, il n'y avait pas autant de manifestations autour. Maintenant l'offre est tellement dense que le festivalier après concert n'a pas le temps de s'ennuyer et arrive à s'amuser jusqu'au petit matin, voire durant toute la matinée à Marie-Galante. Alors demain, bien évidemment, je vais recevoir le président de l'Office du tourisme de l'EDT de Marie-Galante, mais quand même je ne peux pas ne pas vous poser la question du point de vue touristique. Quel est l'impact de ce festival aujourd'hui? Ça, c'est la première question. La deuxième à laquelle vous aurez à répondre, est-ce que l'offre hôtelière est suffisante? L'impact est sans conteste parce que, comme on dit, le tourisme, c'est pouvoir se déplacer, pouvoir se loger. Justement, pendant le festival, la capacité n'est pas suffisante pour pouvoir héberger les festivaliers. Je reçois 10 à 20 appels tous les jours pour demander un tuyau pour un logement. C'est un apport sans conteste pour le secteur touristique, l'hôtellerie en particulier, les gîteurs, mais l'offre n'est pas suffisante, donc c'est un gros travail aussi du territoire à faire en termes d'accueil et d'hébergement touristique qui doit être un petit peu
mieux organiser et mieux se développer sur le territoire. C'est bien évidemment ce que disait tout à l'heure Camille Pélage. Il faudrait peut-être qu'à ce niveau-là, que l'hôtellerie, enfin l'offre d'accueil se diversifie et s'ouvre. Est-ce que c'est une demande aujourd'hui qui est prise en compte au niveau même des structures officielles, je veux dire les communautés des communes, les mairies, etc. Est-ce qu'on est maintenant conscient qu'il faudrait une hôtellerie un petit peu plus, non seulement plus performante, mais au moins plus ouverte pour Marie-Galante? Oui, tout à fait, parce que le développement du territoire passe aussi par le développement touristique. Oui. Donc, qui dit développement touristique, il faut que le territoire soit organisé pour pouvoir accueillir le visiteur. Donc, qui dit accueil, c'est développer, conforter l'offre d'hébergement qui n'est pas suffisante, parce que depuis la fermeture par exemple du Carouane en 2013, on a perdu en chambre touristique, donc et ce déficit on le vit quotidiennement. Donc maintenant Marie-Galante est depuis de plus en plus prisée, on le remarque même au festival, l'île est de plus en plus fréquentée. Donc il y a ce travail-là et c'est une priorité dans la démarche de développement du territoire pour pouvoir aller en ce sens touristiquement et de pouvoir conforter ce développement du secteur. Et le chef de projet que vous êtes fait remonter ce genre d'informations? Oui, tout à fait, parce que c'est des discussions qu'on a en interne au niveau de la CCMG et qu'on voit tous les projets qui sont en cours. Donc ces projets-là vont dans le sens de l'amélioration de la destination, de l'amélioration du tourisme, d'affiner le choix stratégique touristique pour pouvoir offrir un panel complet aux visiteurs. Alors, quelques mots quand même sur le programme, puisque il y a cette année quand même quelques nouveautés que vous allez évoquer au cours de la semaine. Nous reviendrons bien évidemment en détail sur ces nouveautés. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire déjà aux gens qui nous regardent en Guadeloupe, en Martinique, en France et qui voudront ou qui peuvent venir? Alors, juste une question. Est-ce qu'on peut encore avoir des tickets pour les concerts qui auront lieu à partir de vendredi? Oui, tout à fait. Les tickets sont en vente via nos partenaires, sont déjà sur la plateforme All Mall, sur le site internet et aussi dans le réseau All Mall en Guadeloupe. Donc on a All Mall à différents points de vente en Guadeloupe, par exemple à Sébastiano, autres boutiques. À Marie-Galante, quand les festivaliers vont arriver, ils peuvent se rendre à l'office du tourisme pour pouvoir acheter leurs billets. Et aussi, on a un point de vente le soir à Murat aussi, pour ceux qui arriveront à compter de 18h à Marie-Galante, donc pourront acheter leurs billets au point de vente à Murat. Donc il n'y a pas de souci. Au contraire, on espère avoir le maximum de personnes à l'occasion de cette 18e édition. Alors s'il y avait un spectacle à ne pas rater, ce serait lequel? Bon, c'est difficile de le dire. Les 3 soirées seront très différentes et très attractives parce que je vois Dissonance le vendredi soir, c'est la première fois que Dissonance va passer au festival et qui nous gratifie d'une excellente musique, et on aura une formation complète avec des cordes, avec c'est la formule un peu complète de Dissonance, c'est la grande formule, donc ça sera plaisant à voir. Donc les 3 soirées, le samedi tout le monde attend Sisla, dimanche tout le monde attend Ayo, donc les 3 soirées normalement devraient contenter le festivalier parfaitement. Alors écoutez, Jean-Michel Boulier, on va vous remercier parce que j'imagine que vous êtes attendu autre part que sur le plateau de Canal 10 en ce moment. Tout à fait, donc là je pars sur le terrain parce que comme on dit, il faut toujours faire le point avec les équipes. Donc là je pars sur le terrain à Murat pour voir si tout se passe bien. Donc Murat, le site est quasiment prêt. Donc c'est pour ça qu'on doit tout installer parce qu'on a la commission de sécurité le premier qui doit passer, le jeudi 1er qui vérifie les installations. Donc on met les dernières touches aux installations pour être conforme et à partir du jeudi, dès que la commission passe, la fête commence. Bien écoutez, merci Jean-Michel Boulier qui est donc le chef de projet de ce festival. Je rappelle donc que nous sommes à Canal 10 en direct de ce festival depuis aujourd'hui mardi. Nous serons encore là mardi, mercredi, jeudi. Alors il faut le rappeler, ça n'a rien à voir avec le festival, mais demain, mercredi, c'est le procès d'Élie Domouta. Je tenais quand même à donner l'information puisqu'il y a un rassemblement qui est prévu pour cette manifestation. Et puis tout à l'heure, nous aurons le plaisir de rencontrer notre chroniqueuse. Mendy, c'est la suite du journal. Ensuite, Suzy pour la chronique comme d'habitude. Et on va écouter avec plaisir. On se retrouve demain à partir de 12h30 en direct donc de Grand-Bourg de Marie-Galante.
sur le plateau, dernière partie de ce ZCL, vous l'avez vu, nous étions donc à Marie-Galante avec Dany, qu'on retrouvera demain encore avec de prochains invités dès 12h30. Et on va terminer avec ce sujet, je vous le disais, le festival Héritage, c'est donc à Petit Canal, un festival qui s'est clôturé avec des artistes tels que Sadiq ou encore Jean-Michel Rotin. Je vous propose de regarder ces images signées Axel Draja. Pour ma part, j'évoque les ancêtres, premier pharaon de Québec. J'évoque les déesses Asset, Serket, Nekbet. Je parle de tradition antique, des peuples Kamites, ce n'est pas un concept. Mon héritage, je respecte les papas, faut maintenant. Je parle de l'histoire d'Afrique. Éduque-toi, petit Kamit. À chaque fois que j'invoque tes ancêtres, regarde comment ils paniquent. Yes, je parle de l'histoire d'Afrique. Éduque-toi, petit Kamit. À chaque fois que j'invoque tes ancêtres, regarde comment ils paniquent. Ils ont falsifié l'histoire avec leurs mensonges. Contrôle ton esprit. Nous sommes les fils de la terre à des terres. Éduque-toi, création. Depuis monter Paris, yo quand t'es qu'on immigré, tous ces nègres africains si y'a ou qui ou sorti Guinée, mon ka garde mon la vie qu'on sont déséquilibré, pas ou nègre ou éliminé, nègre ou misère, faut pas nègre, fini confiance, yo c'est yon seul famille nous on vivre. On va parler de yo mal, haïtien aussi c'est nègre, ni haïtien qui s'élève, la sensibilisation ni l'envie de vivre, yo ka prend risque pour vivre, passion aussi brille des rêves, on va parler de yo mal, haïtien aussi c'est nègre, ni haïtien qui s'élève, la sensibilisation ni l'envie de vivre, yo ka prend risque pour vivre, passion aussi solo, Rosa. Sur le plateau et on termine ce ZCL avec Suzy Zozio avec donc sa chronique. Je vois qu'on a un générique qu'on regarde tout de suite. Et voilà, bienvenue dans la chronique Chrysalide avec Suzy Zozio. Bonjour. Bonjour. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? À chaque fois, c'est un petit peu, on se dit, bon, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Alors, quelles sont les actus du Chrysalide? On va parler de la pâte à tartiner Chrysalide. Tiens. Alors après c'était alors le petit soin pour la peau en fait. Oui. C'était donc il y avait du miel, je me souviens. Oui, il y avait du miel. Et là la pâte à tartiner. Voilà. Façon Chrysalide. Exactement, puisque Chrysalide c'est aussi des alternatives. Hein. Ok. On dit effectivement qu'il vaut mieux limiter, voire bannir certains aliments. Mais on propose aussi quelques alternatives et aujourd'hui on va parler de la pâte à tartiner Chrysalide. Comment la préparer? Eh bien, il nous suffit d'avoir des noix de cajou. Ok. Mais celles qui sont ni grillées ni salées, hein. Pas celles qu'on trouve au supermarché dans le rayon apéritif. Celles-ci, il faut vraiment les limiter, les bannir, j'aimerais plutôt dire. Puisque ce qui se passe, lorsqu'on consomme les noix de cajou grillées salées, c'est que la haute température va altérer les bonnes graisses. Puisque dans la noix de cajou, on a de bonnes graisses. Ce sont les fameux insaturés. Mais lorsqu'on va les griller, on va détruire les bonnes graisses. Donc, première raison de ne pas les consommer. Et deuxième raison, parce que c'est trop salé. Okay. Et on consomme déjà suffisamment de sel, surtout en Guadeloupe. Donc, préférez alors les noix de cajou nature. Elles sont juste séchées au soleil. On peut voir peut-être à l'écran une image, une diapo, la première diapo. Et puis, ces noix de cajou, vous les trouverez principalement dans les magasins biologiques, mais un peu en grande surface, mais il faut bien les chercher. Okay. Donc, je vous disais donc les fameuses noix de cajou, ni grillées ni salées, et ça j'insiste. Hein. Ensuite, il nous faudra du cacao, puis du miel. Ah,
Évidemment. Voilà. Et on pourra effectivement rajouter un peu de lait de coco pour un peu calmer la force du goût du cacao. Ouais. Sinon, on rajoute de l'eau, si on aime bien le goût du cacao fort. Donc, on peut faire les deux. Les enfants préfèrent avec le lait de coco. Et bien, lorsqu'on mélange tout ça, eh bien, on a une pâte à tartiner. Uniquement avec ces 4 ingrédients? Uniquement avec ces 4 ingrédients. D'accord. Donc, voilà, là, sur la fiche que vous voyez à l'écran, il y a la recette avec les quantités. Donc, on va rajouter 50 grammes de noix de cajou, ni grillé ni salé, 50 grammes de cacao. On va rajouter un peu moins de 100 ml de lait de coco, tout dépend de la texture qu'on veut avoir. Donc, allez-y progressivement. Et 3 à 4 cuillères à soupe de miel. Encore une fois, c'est selon votre goût. L'astuce également, c'est de mixer les noix de cajou avant, pas tout mélanger en même temps, puisqu'on va avoir du mal à tout mixer. Oui. Et le mieux, c'est d'avoir un petit blender pour pour bien mixer. Donc d'abord mixer les noix de cajou, ensuite rajouter les autres ingrédients. Et je vous assure que vous ne serez pas déçus. Et c'est un excellent petit déjeuner pour nous, pour les enfants, et même au goûter. C'est très apprécié par les enfants. D'accord. Donc là, c'est de la vraie pâte à tartiner, là. Voilà, c'est la vraie, celle qui est nutritive. Oui. Puisque du coup, qu'est-ce qu'on a? On a du bon gras qui est apporté par les noix de cajou. On a plein de minéraux avec le cacao, des vitamines également, et puis sans compter le miel. On a la source de sucre qui est apportée par le miel, qui est la source naturelle. C'est une source naturelle de sucre. Et sans compter tous les bienfaits du miel. Je rappelle que dans le miel, c'est vrai qu'on va trouver quand même 60 à 80% de sucre, mais il y a autre chose. Je rappelle qu'on a quand même identifié 200 molécules bioactives dans le miel, c'est-à-dire des molécules qui ont un intérêt pour notre santé. Donc tout l'intérêt est de préférer utiliser le miel plutôt que le sucre. D'accord. Et donc, cette pâte à tartiner, on peut la conserver au frais. D'accord. Dans un bol hermétique. Ça se conserve environ un mois. En général, ça n'arrive pas jusque-là chez moi, mais un mois, c'est bien. D'accord. Et là, on peut en consommer à volonté. Alors, on va pas en consommer à volonté quand même, mais ça remplace aisément et de manière très efficace, avec tous les nutriments qui accompagnent la fameuse pâte à tartiner qu'on retrouve dans le commerce. Voilà. Ok, très bien. Celle-ci, elle est nutritive, donc on peut en consommer, pas à volonté, mais on peut en consommer sur 2 tartines le matin et au goûter également. D'accord, donc ça c'est la recette Chrysalide. Voilà. D'accord. Ok, très bien. Et alors, je crois également, Suzy, donc hormis effectivement cette petite recette, vous allez nous parler également d'une conférence, d'une rencontre que vous faites très bientôt, là, je crois, le 3 juin, c'est même Marie Bonne. En effet, c'est le 3 juin, c'est ce samedi 3 juin, à partir de 10h. Ce sera le matin cette fois-ci, et ce sera à Georges Tarrère, à Pointe-à-Pitre, à Laurisisque. Donc nous vous attendons, venez nous rencontrer, nous poser vos questions, on va débattre de ce fameux sujet qui est pourquoi on grossit. Voilà. Donc c'est vrai qu'on a pris 100 pages pour y répondre, mais on va essayer de dresser en fait le processus de la prise de poids, puisqu'il faut d'abord comprendre pourquoi on prend du poids, pourquoi on fabrique de la graisse, et ensuite donner des alternatives, encore une fois, pour éviter de prendre cette graisse. Donc au cours de cette conférence, il y aura moi, bien entendu, et puis d'autres membres de l'équipe Chrysalide. Il y aura des médecins, il y aura une cardiologue, il y aura une diététicienne qui va nous expliquer comment lire les étiquettes alimentaires. Ça, c'est très important. Elle va décrypter une étiquette alimentaire pour nous expliquer comment s'y prendre au supermarché. Ensuite, on aura également une restauratrice qui va nous expliquer comment faire un plat qui est sain et qui ne fait pas grossir. Et puis on aura également la chance d'avoir un coach sportif qui nous montrera quelques exercices à faire au quotidien. Alors on ne va pas parler de sport mais d'activité sportive, puisque également on va définir cette histoire d'activité sportive. C'est quoi la différence entre avoir une activité sportive et faire du sport. Donc on va revenir sur tout ça. Ça va se dérouler donc à partir de 10h pendant environ 2 heures de temps. D'accord. Est-ce que à cette occasion également, vous donnerez votre recette de pâte à tartiner? Absolument, bien sûr. Absolument. Alors, elle y est. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre le dosage, sur le Facebook de Chrysalide, vous pouvez y aller et voir les quantités.
D'accord, très bien. On vous remercie beaucoup, Suzy Zozio. Avec plaisir. Voilà, on ressort avec une belle recette, donc on peut retrouver sur votre page Facebook. Autrement, on peut se procurer, rappeler les endroits où on peut retrouver donc le chrysalide. Alors, version papier. Principalement dans les magasins biologiques au niveau de Jarry et puis notre partenaire fort qui est la Pigois, les producteurs de miel de Guadeloupe, donc qu'on peut retrouver ce magazine et également sa bouteille de miel. Très bien. Et le fameux produit alors pour le visage, il est déjà distribué ou pas? Non, puisque en fait on ne produit pas on ne vend pas de produits. En fait, on apporte un savoir. On apporte ce savoir de comment faire chez soi. Puisque finalement, c'est en faisant chez soi qu'on va vivre en harmonie avec notre environnement. C'est en cuisinant à la maison, c'est en fabriquant des cosmétiques de manière très facile, avec des produits tels que le miel, tels que l'huile essentielle de bois d'Inde, tels que l'huile de coco, qu'on va progressivement se détacher un peu de tous les produits industriels. C'est ça. En tout cas, merci pour tous ces précieux conseils. Bon, ça va, on s'en sort bien aujourd'hui. C'était soft, ça va. C'est pas compliqué à digérer ce que je veux dire. Merci Dani. Mardi prochain, je nous a épargné. Je réserve une petite surprise. Petite surprise. Voilà. Merci en tout cas, Suzy. On se dit donc à la semaine prochaine. On vous remercie, vous qui nous suivez. On vous remercie également, vous de Marie-Galante qui nous suivez avec Dani. On salue Dani, qu'on retrouvera donc demain dès 12h30. Je crois d'ailleurs que la chronique Coco et Abricots sera également en direct donc de Marie-Galante. Donc de belles surprises vous sont réservées donc demain. Restez à notre écoute, passez une bonne après-midi et je vous dis à demain.